Merci Madame le Docteur Bakache. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie la Fédération de m'avoir invité. Donc les sujets sont riches et le temps m'est limité, donc mes propos ne seront pas exhaustifs. J'ai donc fait le choix de cibler ma présentation en fonction des thématiques du jour, à savoir la prévention des troubles psychiatriques et les stratégies innovantes. Je vais donc vous donner quelques repères et réflexions qui guident ma pratique pour, j'espère, enrichir la vôtre et aller plus loin au travers des interrogations que le sujet peut susciter. Après quelques rappels qui lanceront peut-être les bases du questionnement qui nous préoccupe aujourd'hui, nous allons nous interroger au travers de cette présentation sur les différentes dimensions du psychotraumatisme et sur la prévention des troubles. Nous nous arrêterons enfin sur la place de la thérapie EMDR en intervention précoce. Alors pourquoi différencier un événement et un traumatisme? Actuellement, il y a beaucoup de confusion dans le langage populaire. On utilise les mots souvent choqués, traumatisés, surtout auprès de nos adolescents, sans savoir ce que cela veut dire. Alors Crowe a une définition. Pour lui, un même événement peut être traumatique pour un sujet, pas pour un autre, à un moment donné, et non traumatique la veille ou le lendemain. Ce qui est intéressant dans ce que nous dit Crowe à travers cette citation, c'est la notion de vulnérabilité singulière à chaque individu, la temporalité qui entoure l'événement, la notion de résilience et l'intervalle libre possible. Bref, un même événement sera traumatique ou non selon des facteurs multiples. Ce qui est important pour parler d'événements traumatiques, c'est de mesurer l'impact qu'un tel événement a sur un individu. On parle plutôt d'événements potentiellement traumatogènes, classés selon la nature, le caractère, la durée. Pour faire court, la traumatisation psychique est un processus résultant de la confrontation d'un sujet à sa mort ou à celle d'un tiers. Alors, à travers cette diapositive, vous voyez que la traumatisation est une résultante aléatoire. Donc, on peut prévoir la traumatisation, c'est très difficile, puisque la traumatisation est la résultante dans un contexte donné d'un événement avec ses caractéristiques, d'un sujet également avec ses propres caractéristiques et ses réactions péritraumatiques dans un contexte. Donc, l'impact de l'événement traumatique touche tout l'individu au niveau biopsychosocial. Il est dimensionnel. Donc, vous connaissez tous l'impact émotionnel affectif, également cognitif, somatique, relationnel et social, spirituel et éthique. Si on s'intéresse particulièrement aux troubles du stress post-traumatique, quelles sont les populations à risque, dont les facteurs pré-traumatiques, on dira. Donc les femmes plus que les hommes. Alors pourquoi? On s'intéresse beaucoup aux femmes aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est bien, hein, tant mieux. Donc les caractéristiques intrinsèques des événements sont plus dévastateurs. Donc le jeune âge, donc ce sont quelques vulnérabilités, il y en a bien d'autres bien sûr. Les stratégies de coping centrées sur l'évitement, les médiocres capacités de régulation émotionnelle, peu de support social, bien sûr les traumatismes et stress dans l'enfance et très précoces, et les événements familiaux, psychopathologiques et aussi individuels. La question est de savoir s'il faut intervenir précocement après un événement traumatogène ou potentiellement traumatique. Donc la probabilité de développer un TSPT après un événement traumatogène, de 8 à 13% chez les hommes, de 20 à 30% chez les femmes, et alors ça fait réfléchir, environ 40% chez les populations professionnelles, les militaires, ceux qui vont porter secours, etc., dû aux expositions répétées. Donc là se pose la question de la prévention primaire. Donc un élément de réflexion, c'est que beaucoup se rétablissent sans traitement, sans rien faire, dans les mois, années suivant un événement, avec une rémission naturelle de 45 à 80% à 9 mois. Donc près d'un tiers resteront symptomatiques pendant 3 ans ou plus, avec un risque accru de problèmes secondaires. Donc finalement, on se dit, les gens peuvent se rétablir tout seuls. Les premiers symptômes, est-ce que c'est juste une réponse adaptative à une situation anormale en vue de rétablir l'homéostasie? Et est-ce qu'il ne faut pas laisser tranquilles ces patients? Alors faut-il intervenir? C'est un sacré débat. Parce qu'en fait, dans la littérature, on peut dire qu'en cas de symptômes, on peut attendre la rémission. En cas d'absence de symptômes, est-ce qu'il faut attendre leur apparition? En fait, est-ce qu'il faut attendre? Alors pourquoi intervenir? Du coup, attendre, c'est des questions pratiques et éthiques.
On peut croiser les doigts pour pas que les symptômes apparaissent. Est-ce qu'on attend que les symptômes disparaissent? On sait qu'aussi qu'il y a le TSPT retardé, plusieurs mois avec, c'est la phase méditative ou contemplative que disaient nos anciens. Donc c'est une bombe à retardement. Même si la majorité des personnes exposées au traumatisme se rétablissent, ils peuvent présenter aussi des symptômes cliniques ou subcliniques. Plus que la dissociation, c'est l'hyperactivation neurovégétative qui est le pivot central d'un développement d'un trouble ultérieur, donc l'hyperactivation qu'on peut avoir dès les premiers instants. Bien sûr, intervenir permettrait de réduire l'évitement, parce que l'évitement se renforce avec le temps. Plus on intervient tôt, moins les gens évitent et plus ils auront accès aux soins. Le risque, c'est, même si la réponse est normative, adaptée, c'est de développer un TSPT. Donc se pose la question de la survie psychologique. Les conséquences de l'événement peuvent être plus importantes que l'événement traumatogène lui-même. Et on interroge les autres dimensions du psychotraumatisme, notamment la dépression, qui peut constituer un risque important de TSPT. 15 fois plus également de tentatives de suicide que dans la population générale, avec 7 fois plus de décès par suicide dans les 3 ans qui suivent. Donc là, attendre pose une sacrée question. Donc là, je vous ai mis cette échelle de temps qui vous permet de situer quelques repères par rapport à l'évolution du traumatisme au regard de la clinique et des définitions du nouveau DSM-5 actuellement. Donc vous voyez dans les 48 heures les réactions immédiates et péritraumatiques, le trouble du stress aigu en dessous de 3 mois, le trouble du stress post-traumatique à partir d'1 mois. Alors il n'y a plus de distinction stress TSPT aigu et chronique. Au-delà de 6 mois, le TSPT à expression retardée, qui peut arriver après une longue période asymptomatique. Alors, il n'y a pas que le TSPT, il y a d'autres dimensions. Le TSPT n'est que l'un des troubles qui peuvent se manifester indépendamment ou de manière concomitante d'un traumatisme. Donc, on retrouve ici toutes les dimensions biopsychosociales de l'impact d'un événement traumatique sur un sujet, des symptômes subsyndromiques, des troubles psychiques, cognitifs, des conséquences sur la santé physique, les crises de psychogènes non épileptiques et des conséquences graves sur la vie personnelle. Une étude de Bryant montre bien l'impact dimensionnel du psychotraumatisme sur environ 1200 patients 1 an après l'exposition à un événement traumatogène. Nous voyons bien que le TSPT ne représente qu'une partie des troubles post-traumatiques par rapport au syndrome dépressif, aux troubles anxieux généralisés, à la toxicomanie notamment. Cette étude montre également que la majorité des personnes qui développent un trouble ne présentent pas initialement un trouble de stress aigu, complet ou subsyndromique. Dans le DSM-5, il y a une reconnaissance aussi du trouble du stress post-traumatique et qui appartient à une nouvelle classification, qui sont les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Donc, est-ce que c'est un début de la reconnaissance de la diversité des formes cliniques par l'American Psychiatric Association? Il y a aussi la reconnaissance du traumatisme vicariant, le TSPT de l'enfant de 6 ans ou moins, mais il y a encore beaucoup de travail qui sont en cours, qui n'ont pas encore été validés dans le DSM, mais peut-être pour une autre version, pour inclure toutes les dimensions du psychotraumatisme et notamment les traumatismes complexes tels que le DESNOS. Alors, quand intervenir? Y a-t-il une heure d'or? Alors, la prévention du TSPT, c'est surtout la prévention du champ secondaire, en grande partie pour la population générale, donc après l'exposition à un événement traumatogène. Les interventions primaires, pour l'instant, elles concernent essentiellement des populations spécifiques, surtout professionnelles. Et l'intervention psychologique rapide, elle est définie comme une intervention dans les 3 mois suivant l'événement traumatique, donc dans un but de prévention ou de traitement. Donc, il est difficile à ce jour de conclure quant à l'efficacité des interventions de prévention primaire du TSPT, car il y a de grandes faiblesses méthodologiques, ce qui réduit l'ampleur des résultats obtenus. Donc, les stratégies, je vous fais un petit panel des stratégies, mais ce n'est pas là mon propos, mais pour que vous sachiez ce qui existe actuellement. Donc, il y a les stratégies médicamenteuses d'intervention précoce. Donc, un traitement pharmacologique prescrit dans les 12 heures diminue significativement la survenue ou l'intensité du TSPT.
Donc médicamenteuse, il y a l'atarax, les bêta-bloquants qui bloquent la mémoire, la consolidation de la mémoire traumatique, les neuroleptiques, les études contradictoires concernant la morphine, la kétamine, les benzodiazépines, on sait que maintenant ils sont contre-indiqués car ils favorisent la mémoire traumatique et sont peu efficaces. Et plus à distance, on peut travailler sur les cauchemars traumatiques avec la prazosine. Les méthodes non médicamenteuses, donc il y a le diffusing, appelé en France le déchocage, dans les 48 heures, et au-delà le débriefing. Plus à distance, on a les interventions brèves cognitives et comportementales, mais qui sont rarement explorées indépendamment les unes des autres, de telle sorte qu'il est difficile d'en inférer des processus protecteurs précis. L'approche centrée sur les schémas, et on en a parlé ce matin, le grand courant de la psychologie positive, les stratégies psychothérapeutiques inspirées de la psychologie positive. Bon, je vous ai dit, mes propos ne sont pas exhaustifs. Alors là, quelques caractéristiques des soins immédiats. Donc, on peut les organiser en individuel ou en groupe. Des entretiens psychologiques, verbaliser l'expérience vécue. Ça redonne du contrôle au sujet. Mais il ne faut pas avoir de caractère investigateur, ne pas obliger à parler pour reconnaître la souffrance ressentie. La visée, c'est symptomatique stabilisatrice. Le but, c'est d'apaiser les patients et de remettre les patients dans l'ici et maintenant quand ils sont en état de choc, donner des informations et les remettre en réseau par rapport au réseau familial, par rapport aux soins, par rapport voilà. Donc, le but est de sécuriser, stabiliser et apaiser. Donc, le but de la stabilisation, c'est d'aider les sujets à se situer dans l'après-événement, dans l'ici et maintenant, et à leur faire retrouver leurs repères socio-environnementaux. Donc, vous voyez, c'est le travail de chacun. Différents champs sont impliqués dans cette stabilisation du patient. Alors, le MDR en intervention précoce. Alors, on sait que la thérapie EMDR est utilisée dans le trouble du spectre post-traumatique, donc le trauma constitué, est reconnue par de nombreuses organisations mondiales. Qu'en dit-il de l'intervention immédiate? Donc, le sens de l'intervention en EMDR se base sur le fait que l'événement traumatique est conceptualisé comme une expérience fragmentée, qui n'a pas encore été consolidée, de sorte qu'aucune image unique ne puisse représenter l'événement en entier. Donc, les protocoles d'événements récents traitent un certain nombre de cibles qui sont des aspects ou des parties de l'événement afin de faciliter l'intégration et une consolidation adaptative. Donc, en pratique, beaucoup de thérapeutes l'utilisent au travers le monde en intervention précoce et seulement quelques études actuelles. Bien sûr, on ne va pas trop loin, on limite le champ des associations pour éviter l'envahissement. On se centre sur l'expérience traumatique. Alors, désolé pour la qualité de la diapositive, mais voici quelques protocoles EMDR adaptés. Donc, ces protocoles sont adaptés à la clinique, au moment d'intervention et au format, en groupe ou en individuel. Donc, vous voyez la temporalité des interventions EMDR. Alors, le RTEP, la quatrième ligne, on peut l'utiliser aussi dès le T0, ce qui est utilisé dans beaucoup d'études. Mais en fonction, ils sont adaptés, bien sûr, à la clinique. Donc, les principaux avantages de l'intervention MDR précoce, donc c'est une intervention brève, les effets sont rapides, donc la réduction des symptômes et du stress. Il peut être réalisé sur des jours consécutifs, ce qui peut être avantageux pour les équipes de terrain. Il empêche l'accumulation des souvenirs traumatiques. On n'a pas besoin de détailler l'événement en entier, ni de remise en question directe des convictions par rapport au TCC. Il peut renforcer la résilience par la stimulation des réseaux adaptatifs, un facteur économique, évidemment, vous pouvez l'imaginer, qui évite les coûts à long terme. Il y a une possible heure d'or après le traumatisme, et on parlait d'évitement, il évite l'évitement puisqu'on peut intervenir très, très précocement et agir très précocement. Et il est non dépendant des représentations verbales, donc avantageux dans les situations aiguës. Et il surmonte aussi les barrières multiculturelles, ce qui fait qu'on peut l'utiliser dans tous les pays. Alors, quelques études non exhaustives sur le MDR et les événements récents. Alors, ce sont des protocoles MDR qui ont été utilisés cela à partir de 10 jours dans des expériences sismiques pour des personnes atteintes, qui ont vécu des catastrophes naturelles, des massacres humains, des traumatismes de guerre.
Une étude en France est sortie en 2016 du professeur Tarquinio à Metz, qui a étudié l'impact des violences faites sur le lieu du travail, donc des hold-up, vols à main armée, mais l'intervention était à partir de 48 heures. Et les résultats ont montré qu'après 3 mois, les scores de stress post-traumatique et la perturbation étaient significativement plus basses avec le MDR incident récent par rapport au débriefing. Donc après 3 mois, aucune des victimes traitées par le MDR incident récent n'a présenté de syndrome de TSPT. Une étude encore plus récente qui a été publiée en août 2018 par le Journal of Psychiatric Research qui part d'un constat, jusqu'à 20% des patients ils se présentent à l'urgence avec après un événement stressant et qui présentent des syndromes très variés, une baisse de qualité de vie qui s'apparente aux symptômes post-commotionnels. Donc vous avez les symptômes ici. Des études récentes suggèrent que ces symptômes ne sont pas spécifiques aux lésions cérébrales et peuvent survenir pour tout type de traumatisme. Et ça pourrait concerner au moins 1 million de patients par an qui pourraient être concernés par ces difficultés, suivant les urgences. Donc le lien potentiel, il faut y penser parce qu'on peut présenter ces symptômes quelques mois, voire années après l'exposition à un trauma. Donc il faut rechercher le lien, les gens ne vont pas forcément le faire. Donc les symptômes post-commotionnels, le syndrome post-commotionnel est plus fréquent que le TSPT pour une population fréquentant le service des urgences, 10 à 20% contre 5%. En raison d'un fort rapprochement entre les symptômes post-commotionnels et le TSPT, les auteurs se sont posé la question pourquoi ne pas utiliser le MDR aux urgences. Donc ils ont inclus des patients de plus de 18 ans avec un risque élevé de symptômes post-commotionnels. Donc 3 groupes, les soins usuels, donc c'est le groupe contrôle, les séances de réassurance de 15 minutes. Alors pourquoi 15 minutes? Parce que c'est pour ne pas rentrer dans des techniques de débriefing. Donc ils ont servi de sensibilisation à la réponse aux événements stressants, de repérage des distorsions cognitives et un protocole MDR, le RTEP, de 60 minutes. Ils ont contacté les gens 3 mois après le passage aux urgences. Les résultats sont les suivants, qui montre une efficacité significative du RTEP sur les symptômes post-commotionnels et le TSPT à 3 mois par rapport au groupe contrôle et réassurance. Donc c'est le premier essai randomisé qui montre qu'une intervention courte MDR est réalisable et efficace dans le contexte de l'urgence en une seule séance. Bien sûr, ils ont testé sur une seule séance, ça aurait pu faire sur plusieurs séances. L'utilisation de l'EMDR dans une population au risque présente donc un potentiel en termes de santé publique et d'épargne pour la société. Bien sûr, il y aurait besoin d'autres études avec des cohortes beaucoup plus importantes. Qu'en est-il des patients dissociés? L'impact à plus long terme. Alors, en conclusion, s'il y a des choses que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'un événement est potentiellement traumatogène et place statistiquement la personne en danger. Donc on peut prévoir la traumatisation, on ne peut pas la prévoir, mais on peut la prévenir. Le modèle du TSPT donc, est insuffisant pour rendre compte de toute la dimension du psychotraumatisme. Prévenir le TSPT est possible, mais pas que. On peut prévenir les autres troubles, on peut le traiter, mais aussi il faut penser au traumatisme transgénérationnel. Penser à rechercher un lien entre les symptômes et les troubles actuels, même des années après, je l'ai dit tout à l'heure. On peut intervenir à n'importe quel moment, au plus près de l'événement. La nature des réponses à l'événement après l'exposition guide les interventions préventives et il faut étudier la piste des interventions adaptées, bref, telles que peut le proposer le MDR dès l'instant T. Pour aller plus loin, je vous propose ce livre dans le TSPT. Si vous voulez des renseignements sur le MDR, il y a le livre de Francine Chatte-Pierrot et pratique de la psychothérapie MDR. Et pour aller plus loin dans la prévention au-delà du TSPT, avec le MDR, il y a un livre de Tarquinio, le MDR, préserver la santé et prendre en charge la maladie. Merci de votre attention.